Israël a-t-il vraiment les moyens de sa guerre à Gaza et maintenant au Liban? More than 60,000 Israeli businesses are expected to go bankrupt. Moody's has downgraded Israel's credit rating. Finance Minister Smotrich has stated that we are not only in the longest, but also the most expensive war in this country's history. Combien elle coûte cette guerre à Israël? C'est une question qui peut paraître cynique au vu de son coût humain et humanitaire. Elle revêt pourtant une importance majeure puisqu'elle en cache une autre. Israël pourra-t-il continuer cette guerre pendant des mois, voire des années? La guerre, c'est d'abord un coût pour les finances publiques. Il est difficile à évaluer, et d'ailleurs peu d'économistes s'y risquent. Il y a bien un chiffre, 66 milliards de dollars. C'est ce qu'anticipaient les économistes de la Banque centrale israélienne concernant le coût de la guerre à Gaza d'ici 2025. Et comme le précise cet article de BNN Bloomberg, ce chiffre était basé sur le fait que les combats avec le Hezbollah ne dégénéreraient pas en une véritable confrontation. Alors, qu'est-ce qui coûte si cher ? D'abord, la technologie de pointe. Le moindre missile intercepteur du système Dôme de fer coûte 50 000 $. Ensuite, l'armée israélienne, c'est aujourd'hui 360 000 appelés depuis le début de la guerre et dont les salaires sont compensés par l'État. À ces dépenses, il faut ajouter des coûts annexes comme celui du relogement des déplacés, et on ne parle même pas ici des mesures de soutien aux entreprises qui permettent depuis un an à l'économie israélienne de ne pas s'effondrer. Alors, comment ça se finance une guerre hors de prix ? D'abord, le budget de l'État israélien a été réévalué, passant de 141 milliards à 160 milliards de dollars. Il y a bien sûr des aides américaines qui atteignent cette année la somme record de 17,9 milliards de dollars. Mais cela ne suffira pas. Le déficit public israélien est évalué pour cette année à 9%. Pour le reste, Israël doit donc emprunter. Les coûts pour l'économie israélienne ne s'arrêtent pas à la question des finances publiques. Depuis octobre 2023, le pays tourne au ralenti. Il manque de main-d'œuvre. En plus des réservistes appelés, ce sont 170 000 travailleurs palestiniens qui n'ont plus le droit d'exercer en Israël. Principaux secteurs à en pâtir, la construction et l'agriculture. Évidemment, le tourisme, secteur économique majeur, s'est également effondré depuis le début de la guerre, et la croissance de l'économie a été encore revue à la baisse après le lancement des opérations de grande ampleur au Liban, 0% pour l'année 2024. Et le pire est peut-être à venir. L'investissement est en chute libre. Pourquoi ? Parce que la guerre génère ce que les investisseurs détestent le plus, de l'incertitude. Ainsi, au premier trimestre 2024, les investissements directs étrangers ont diminué de 55,8% par rapport à 2023. Principal secteur touché, la tech, qui représente à lui seul 50% des exportations du pays. Mais alors, en quoi est-ce important ? On a posé la question à Colin Powers, il est chercheur en économie politique. Israel's loss of kind of vibrancy in this sector, which is not just from underinvestment. Those who can move back to California or to France, and with them goes their companies and the kind of innovation that has helped power to some degree Israel's growth over the last 20 years. Mais alors ces coûts peuvent-ils avoir une incidence sur la poursuite de la guerre ? I think in the short to medium term, due to the depth and strength of Israel's capital markets, due to the reserves it has accumulated, and due to its external support, they don't face any significant restraints in continuing war. So I think in the long term, they face real headwinds, but they have the dollars and they have the access to weapons that they need to keep going.